l'association entre crypto et blanchiment, puisqu'elle vient te dire, dès lors que tu reçois des fonds qui sont issus d'un mixeur ou d'un mélangeur, ou issus d'une crypto-monnaie anonyme, tu peux être automatiquement poursuivi pour cette présomption de blanchiment. Ici, on vient inverser la logique, c'est-à-dire que tu reçois des fonds, c'est à toi de prouver que les fonds sont d'origine licite. Il y a souvent des gens très jeunes, parfois des gens mineurs qui viennent nous voir avec leurs parents. Quel type de somme on parle? Des sommes quand même importantes, de plusieurs centaines de milliers d'euros. Co-fondateur de Ledger qui s'est fait kidnapper. Il y a d'autres influenceurs, mais dont des membres de la famille ont été récemment kidnappés. L'importance cruciale d'un bon monitoring de ces données personnelles. Ces criminels ont réussi à identifier, localiser la personne, vraisemblablement à partir de données publiques ou de données en ligne. Blanchiment, kidnapping, memecoin. Aujourd'hui, j'accueille Romain Chili, avocat au sein du cabinet Orwell. J'avais déjà fait une vidéo avec Romain où il me racontait les contentieux liés à la crypto les plus fous qu'il ait eu à gérer. Et dans cet épisode, on va voir quelles sont les grosses dérives du secteur crypto et son avis sur le sujet. Avant que l'épisode ne commence, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Et c'est parti pour parler de blanchiment, de kidnapping et de memecoin avec Romain. Je te propose de parler de sujets d'actualité et le premier, c'est le blanchiment. Est-ce que je te donne la parole là-dessus parce qu'il se passe pas mal de choses en ce moment? Ouais, le blanchiment, c'est un peu le nerf de la guerre quand tu fais de la criminalité en lien avec les cryptos. Pourquoi? Parce que, on sait tous que voilà, l'image grand public des cryptos, c'est historiquement un moyen qui sert à blanchir des fonds. Enfin, on l'a vu, tu vois, le premier cas emblématique, c'est Silk Road, Russell Brick, etc. Pour rappel, un Silk Road, donc plateforme sur le dark web de marketplace. Ouais, marketplace sur lesquels on pouvait vendre effectivement des produits peu recommandables. Mais alors que dans les faits, aujourd'hui, clairement, c'est pas un secret de polichinelle. La crypto, c'est quand même le pire moyen pour blanchir des fonds parce que tu as quand même. C'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Et donc, c'est quand même très simple. Pas très simple, mais c'est plus simple. Ça simplifie la tâche pour retrouver, pour tracer les flux. Moi, j'irais pas jusqu'à dire que c'est le pire moyen pour blanchir des fonds parce que, comme je te le disais tout à l'heure, il y a quand même une caractéristique qui fait, même si c'est traçable, c'est assez difficilement captable par les autorités. Ouais. Mais je dirais que c'est un moyen comme un autre et pas plus qu'un autre, en fait, qui a ses avantages et ses inconvénients, et c'est un moyen qui n'est pas plus représenté, si tu veux, tendanciellement dans des schémas de blanchiment que, si tu veux, le cash est beaucoup plus utilisé pour blanchir des fonds que la crypto. Donc c'est un moyen qui peut avoir ses avantages, qui a aussi ses inconvénients. Moi, je considère que pour les gros hacks, et d'ailleurs tu le vois avec le groupe Lazarus, là on en parlait aussi à l'occasion du hack de Bybit, ils ont hacké des sommes énormes. Là, on est à plusieurs 2 ou 3 milliards d'euros en tout. Et en fait, ils ont réussi à en blanchir qu'une toute petite partie. Ouais. Parce que, effectivement, quand les fonds sont flagués, c'est compliqué d'aller les blanchir ensuite. Yes. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait un épisode sur le sujet avec 3 experts, et dont un, Tom Megati, qui est un enquêteur on-chain. Et lui, sa théorie, c'était que potentiellement, Lazarus, parce que la somme est tellement conséquente qu'il pourrait créer à terme un exchange pour blanchir cet argent. Alors, ce serait vraiment un exchange qui serait à destination d'acteurs. En tout cas, je vois pas qui serait un exchange du coup pour les Nord-Coréens. Alors, parce que j'imagine mal, en tout cas aujourd'hui, avec les normes de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme qui ont lieu même en Asie, dans la plupart des pays développés, une plateforme ou un acteur qui permettrait à l'un de ses clients d'avoir une interaction avec ce type d'exchange. Même une interaction à 3 ou 4 bons. En fait, pour moi, t'es grillé directement auprès de toutes les plateformes régulées qui ont un peu de liquidité en Europe si tu commences à interagir. Donc, tu pourrais le faire peut-être une fois en mode hold-up, quoi. Après, déjà avoir en étant certain, si tu veux, qu'on peut pas rattacher ton adresse et ton compte à une interaction avec ce type de plateforme. Voilà. Donc voilà, mais effectivement, pour revenir à la question du blanchiment, c'est une question qui est centrale pour ces raisons-là, et parce que aujourd'hui, effectivement, cette vision de la crypto qui est un peu datée maintenant et qui commence à ne plus être très pertinente, notamment aux États-Unis. Tu vois, Russell Brick a été gracié par Trump. On voit que par exemple des protocoles, on en reparlera si tu veux, comme Tornado Cash, qui est un mixeur, qui est un mixeur, donc un outil qui permet d'opacifier le tracing de fonds en crypto. Ouais, je rappelle d'ailleurs en mélangeant finalement des actifs, on va dire, propres à des actifs sales. Exactement. Tu fais rentrer des actifs de plusieurs acteurs et tu les fais ressortir sur des adresses différentes, de sorte que tu sais plus quels sont les actifs légitimes, des actifs qui sont potentiellement suspects. Et tu vois, on a un mouvement, je trouve, de recul aux États-Unis qu'on n'a pas encore en France, où Russell Brick a été gracié. On avait Tornado Cash, donc ce fameux mixeur qui était sur la liste
des entités sanctionnées par l'OFAC. Mhm. Tu vois, l'OFAC qui est le bureau américain en charge de l'application des sanctions financières. Ils ont sorti Tornado Cash de cette liste. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que c'était ni une personne physique ou morale, ni un bien. C'était simplement un protocole informatique. Et donc, il n'avait rien à faire sur... Donc, en fait, cette espèce de croyance est en train de reculer quand même, en partie, au moins outre-Atlantique. Et en France et en Europe, on n'en est pas encore arrivé à ce niveau-là. Et il y a plusieurs choses qui l'attestent. D'abord, la condamnation d'un des développeurs de Tornado Cash, Alexei Pertsev, aux Pays-Bas, justement pour une infraction de blanchiment, une infraction particulière de blanchiment qui existe aussi en droit français, qui est l'infraction de présomption de blanchiment. Donc le blanchiment, c'est le fait de dissimuler la provenance et de faire rentrer dans l'économie, de rendre légitimes des fonds qui sont issus du produit ou d'un crime. Et l'infraction de blanchiment, elle va beaucoup plus loin. Elle te dit, on n'a plus à démontrer que les fonds sont issus d'un produit ou d'un crime. Dès lors que tu n'es pas en capacité de démontrer au contraire que les fonds ont une origine licite, on peut te poursuivre pour présomption de blanchiment sans avoir à démontrer qu'ils sont issus d'une infraction primaire. Et donc c'est ce qui a été utilisé pour condamner Alexei Pertsev en disant qu'il a participé au développement d'un protocole où des fonds potentiellement ont pu faire l'objet d'un blanchiment. Sans désigner quel fonds en particulier, on a considéré qu'il avait été complice de cette infraction de présomption de blanchiment. En France, on a donc cette infraction qui existe aussi et qui est déjà beaucoup utilisée dans la crypto. Quand il y a des flux licites, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, voilà, j'ai reçu des poursuites pour présomption de blanchiment parce qu'on a vu que j'avais reçu des fonds qui étaient issus dont on n'arrivait pas à identifier la provenance ou qui étaient issus d'un mixeur. Et là, on a une proposition de loi qui est en cours de discussion à l'heure où on se parle, qui vient d'être votée, enfin qui a été votée il y a quelques jours à l'unanimité au Sénat, qui vient aller encore plus loin dans l'association entre crypto et blanchiment, puisqu'elle vient te dire, dès lors que tu reçois des fonds qui sont issus d'un mixeur ou d'un mélangeur, il dit les deux, ou issus d'une crypto-monnaie anonyme. Donc déjà, il y a un problème de définition des termes, parce que qu'est-ce qu'une crypto anonyme ? Qu'est-ce qu'un mélangeur ? C'est quoi la différence entre un mélangeur et un mixeur, etc. Et les crypto anonymes, hein, je précise, c'est les cryptos du type Monero, par exemple. Exactement. Mais bon, est-ce qu'on pourrait pas, si tu veux, comme c'est pas défini par là, est-ce qu'on pourrait pas considérer que des cryptos difficiles à tracer, je sais pas, du Bitcoin sur Lightning, oui, clairement. Où est la frontière, en fait ? Est-ce que du Bitcoin sur Lightning, c'est pas une crypto potentiellement anonyme ? Et donc, dès lors que tu reçois ce type de fonds, tu peux être automatiquement poursuivi pour cette présomption de blanchiment. Donc en fait, on vient inverser la charge. C'est ça qui est important. Il y a deux choses qui sont importantes. Il y a une question de principe. Moi, je dis pas que tous les gens qui utilisent je suis pas naïf, que tous les gens qui utilisent des mixeurs le font pour des raisons de privacy, parce que voilà. Mais je dis qu'il y en a une partie qui le font. Et je dis qu'on a un système juridique aujourd'hui où c'est à l'autorité de poursuite de venir prouver que tu es coupable. Ici, on vient inverser la logique. C'est-à-dire que tu reçois des fonds, c'est à toi de prouver que les fonds sont d'origine licite. C'est à toi de venir, si tu veux, établir le fait que tu n'es pas coupable. Donc il y a un principe, si tu veux, philosophiquement, moi, que je trouve assez gênant là-dedans. Bien sûr. Et donc voilà, moi je pense que il faut faire très attention à ce genre de facilité, d'évolution législative qui, à mon avis, c'est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire que on peut utiliser. Moi, je connais des gens dans mon métier qui utilisent des mixeurs à des fins licites. Et il y en a. J'ai des clients qui souhaitent. En fait, il suffit d'avoir le wallet de quelqu'un pour avoir accès à l'intégralité de ses données financières sur la crypto. Donc, moi, j'ai des clients qui souhaitent me payer en crypto, par exemple. Est-ce qu'ils ont envie de savoir on-chain que je suis leur avocat ou que le wallet d'Orwell Avocat est le wallet avec lequel. Donc, en fait, il y a plein de configurations. Quand tu es payé en crypto par un projet, tu n'as pas forcément envie de donner tes flux financiers au monde entier. Donc, quand tu fais des dons à certaines causes, je sais pas, on a eu l'Ukraine, etc. Est-ce que tu as envie d'être flagué comme... Donc, voilà. C'est un vrai sujet, le côté privacy de ton wallet, tu n'as pas envie que... Exactement. Et en fait, on vient, si tu veux, pénaliser la vie privée selon le raisonnement. Si tu n'as rien à cacher, et ben voilà. Et ça, je suis désolé, alors c'est peut-être un peu acculé comme on a beaucoup entendu cet argument, mais pour moi, il en reste vrai. Si tu veux, nous, dans un système politique relativement démocratique là, qui fonctionne bien, mais
qu'est-ce qu'on fait de ce genre de normes le jour où tu as un système politique qui est pas ce qu'il est, tu as des dirigeants qui sont pas ce qu'ils veulent et qui sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui et qui pourront se servir potentiellement de ces infractions pour aller poursuivre des opposants politiques ou, si tu veux, obtenir des informations auxquelles ils n'auraient pas le droit d'obtenir habituellement. Quoi. Ouais, c'est vraiment ouvrir une porte pour la suite qu'on n'a pas forcément envie d'ouvrir. Je prends quelques secondes pour remercier la Blockchain Business School de soutenir cet épisode. La BBS est la solution pour vous former à la blockchain avec les meilleurs intervenants. La Blockchain Business School a été créée par Pirates Labs, l'un des plus gros incubateurs Web3 d'Europe, et elle propose des formations avec un suivi individuel par des mentors. Les formations sont finançables par le CPF, le compte personnel de formation. Ces formations durent 3 mois, peuvent être suivies en parallèle de votre activité professionnelle et sont en full remote. Vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% avec le code CryptoCoolies10. Je vous mets toutes les informations en description et c'est reparti pour l'épisode. Et d'ailleurs, sur la partie blanchiment, t'en parlais avec la loi récente, enfin ce projet de loi, c'est que ce serait par exemple aussi de mettre en place une backdoor sur toutes les messageries type... et d'ailleurs, je crois qu'il y a Signal qui menace de se retirer de la France parce que, pareil, toujours dans cette présomption un peu de si tu n'as rien à cacher. Voilà. Effectivement, ça fait partie il y a une autre mesure dans la crypto, on parlera, mais ça c'est la deuxième grosse mesure phare qui est un peu controversée dans le secteur de la tech, c'est-à-dire, en fait, on veut imposer à toutes les messageries qui proposent aujourd'hui des solutions de chiffrement de bout en bout, d'avoir une backdoor pour permettre aux autorités de pouvoir accéder potentiellement à n'importe quelle conversation. Et donc ça, c'est dangereux à double titre pour les mêmes raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que, tu vois, il y a quand même un droit à la vie privée. C'est pas parce que, tu as le droit d'avoir une conversation, d'avoir la potentialité d'avoir une conversation avec quelqu'un sans que personne puisse y avoir accès. Ça, c'est la première chose qui est un peu sur le plan des principes. Et puis surtout, je pense qu'il y a un problème d'ordre plus... technique, technologique, c'est-à-dire que si tu ouvres une backdoor pour les gouvernements, je doute pas de la compétence de certains gouvernements pour le faire, mais je sais que, on le voit, nous, dans le secteur de la crypto, que les hackers ont quand même souvent, certains d'entre eux, une longueur d'avance ou plusieurs longueurs d'avance parfois sur les techniques qui sont utilisées par le gouvernement. Si tu ouvres une backdoor pour le gouvernement, qu'est-ce qui te garantit qu'elle sera utilisée que par le gouvernement? Ouais, tu vois, complètement. Voilà, et puis, et ça c'est encore la même logique que je disais tout à l'heure. Comment peut être utilisée cette fonctionnalité demain par des gens qui souhaitent, de façon pas forcément légitime, accéder à des conversations de personnes, quoi. Ouais. Donc, effectivement, il y a Signal qui menace de quitter la France. De quitter la France. Et je crois aussi, alors après, je ne suis pas un expert technique, mais que de toute façon, il y a des sujets, de faisabilité technique, de toute façon, de cette solution sur les terminaux, aujourd'hui, je pense que c'est revenir en arrière sur solution de chiffrement de bambou conduirait quasiment, et c'est ce que d'ailleurs Signal menace, à l'impossibilité, en fait, tout simplement d'utiliser ces produits ici. Donc là, aujourd'hui, on parle de Signal, mais est-ce que demain, si on impose ça, on pourra toujours utiliser des messageries beaucoup plus répandues comme WhatsApp aussi, qui propose le chiffrement de bout en bout. Donc, je pense que, honnêtement, ça va pas forcément dans la bonne direction pour moi, parce que, au lieu d'essayer de s'adapter, en fait, on essaie de faire reculer la technologie. Et en fait, on voit très bien que, de toute façon, ces mécanismes-là, ils marchent pas. C'est comme les mécanismes de censure de certains sites internet, etc., dans des pays, dans des dictatures. En fait, tu utilises un VPN, ce sera la même chose. Je suis complètement d'accord. C'est comme pour moi la travel rule. On va pas parler de la travel rule dans cet épisode parce que je pense que ça mériterait un épisode dédié, mais c'est en fait finalement ça fait juste le jeu des exchanges non régulés en fait. Exactement. Yes. Je te propose de partir sur le deuxième sujet maintenant, c'est les kidnappings. Alors c'est vrai qu'il y a eu la malheureuse histoire de David Ballan, donc cofondateur de Ledger, qui s'est fait kidnapper. Il y a d'autres influenceurs, on ne citera pas les noms, mais dont des membres de la famille ont été récemment kidnappés. Donc des histoires assez tristes. Et justement, c'est quoi le lien finalement avec la crypto là-dedans il y a dans ces affaires-là, dans les affaires on va dire de sécurité des détenteurs et des personnes dans la crypto, pour moi, il y a 2 points. Il y a d'abord, j'ai envie de te dire, un point qui n'est pas propre au secteur, qui est, on va dire, la crypto. Et là, récemment, avec l'augmentation des cours qu'on a eu, le Bitcoin à 100 000 $, etc., a été identifié par des groupes criminels traditionnels comme étant un secteur sur lequel il y avait de la valeur, et donc sur lequel il y avait potentiellement de l'argent à se faire. Et
ces histoires de kidnapping, etc. Donc sur la criminalité, c'est pas des hackers. Donc eux, ils se sont dit, voilà, comment avec des méthodes de criminalité traditionnelle, on va essayer d'aller capter cette valeur. Et donc c'est passé par des affaires de kidnapping, mais en fait on retrouve des modes opératoires là-dedans qui sont des modes opératoires criminels, on va dire, assez ancestraux des narcotrafiquants, de la criminalité organisée. Et en fait, on va aller, si tu veux, c'est des bitcoins, mais ça pourrait être des lingots d'or comme n'importe quoi. On va aller chercher les personnes et les rançonner pour essayer de capter cette valeur. C'est un premier point. Le deuxième point, qui est plus spécifique à la crypto, ce que ça soulève, c'est, je pense, l'importance cruciale d'un bon monitoring de ces données personnelles. Parce qu'en fait, le dénominateur commun dans ces dossiers, que j'identifie a priori, c'est le fait qu'on a ces personnes, ces criminels ont réussi à identifier, localiser la personne, vraisemblablement à partir de données publiques ou de données en ligne, qui étaient soit volontairement divulguées par les personnes sur les réseaux sociaux, etc., soit involontairement divulguées. En ligne, aujourd'hui, il y a plein de techniques de scrapping et même des techniques plus manuelles. Si tu veux, je pense que c'est assez facile de trouver des informations sur un tel ou un tel dans la crypto. Il y a eu beaucoup de fuites de données dans la crypto. Des fuites emblématiques. Le hack de Ledger, il y a quelques années maintenant, voilà, avec des adresses physiques qui ont fuité. Oui, tu avais déjà 400 000 données personnelles complètes, adresse, numéro de téléphone, sur des gens. Alors, je ne vais pas te donner d'indices si tu veux, mais en fait, il y a des moyens d'obtenir les adresses personnelles de dirigeants de sociétés en crypto. Tu as plein de. Et donc, je pense que le premier moyen de se protéger là-dedans, c'est justement de bien gérer ces données personnelles. Quand on voit qu'on a son adresse qui est potentiellement accessible, je sais pas, sur des cabis, sur des choses comme ça, il faut faire attention quelles données sur nous a fuité, qu'est-ce qui sort sur les moteurs de recherche quand on tape notre nom. En fait, je pense que le premier pas pour se protéger, c'est ça. Un bon managing des données personnelles, je pense que ça coupe court déjà. En tout cas, ça décourage, je pense, une grosse partie des personnes, parce qu'en fait, je pense qu'elles choisissent aussi leur cible en fonction de la facilité avec laquelle elles peuvent les trouver, quoi. Donc voilà ce que ça dit un peu sur le secteur, c'est que voilà, il faut faire attention à ces données personnelles, et surtout il faut faire attention, je pense aussi, à la façon dont quand on détient des cryptos, en particulier quand on fait de l'autoconservation, de la self-custody, faire attention à la façon dont on peut envoyer des fonds. C'est-à-dire que vous avez un wallet crypto avec des quantités importantes, vous devez mettre en place des mesures de sécurité. Si vous voulez, les plafonds qui existent, ce qui existe dans le secteur financier traditionnel chez les banques, ça n'a pas été créé pour rien. Alors on peut les déplorer dans certains cas, considérer, etc. Mais c'est aussi des normes techniques qui ont été créées pour éviter justement qu'on puisse détourner des quantités importantes de fonds sur des comptes bancaires. Donc je pense qu'il faut vraiment systématiser pour les gens exposés, et même j'ai envie de dire pour le Kidam, dès que les sommes le justifient, mais le recours à des solutions de multisignature, le recours à des solutions comme le time lock, tout ce genre de choses qui peut, même si des personnes parviennent à vous viser, que ce soit en ligne par des hacks ou physiquement parce qu'ils ont retrouvé des infos sur vous, de toute façon ne pourront pas avoir accès à vos fonds parce que vous n'êtes pas la seule personne à décider de leur envoi. Et si ça dépasse notamment un certain seuil, et même si vous faites la transaction, elle prendra plusieurs jours à être exécutée. Je pense que c'est pas déconnant de mettre ça en place. Voilà. Donc je pense que si tu mets en place ces deux rideaux-là, à la fois une protection technique et un bon managing de tes données personnelles, déjà tu te mets quand même à l'abri de pas mal de 99% des attaquants, que ce soit des attaquants physiques ou des attaquants cyber, quoi. Bien sûr, mais après on revient un peu sur le premier thème de la vidéo qui est le blanchiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, essayer de voler de la crypto à des personnalités, c'est quand même... c'est pas la meilleure des idées parce qu'on sait que les flux sont traçables et on l'a vu avec l'affaire David Ballan. In fine, les personnes se sont faites retrouver et tu prends quand même beaucoup plus de risques. J'ai l'impression que ça arrive, ça finit toujours mal. J'ai envie de te dire oui et non. Alors,
S'en prendre à des personnes aussi exposées, effectivement. Alors, moi, de ce que j'ai lu dans la presse, des éléments publics, c'est qu'effectivement, ils ont arrêté une partie des personnes, mais qui ne sont pas nécessairement les commanditaires. Tu vois, j'ai Mhm. l'impression que c'est des techniques qui sont issues du narcotrafic, c'est-à-dire que les personnes qui font le sale boulot, entre guillemets, ne sont pas les mêmes que Bien les sûr. commanditaires. Donc, ça, c'est déjà un point là-dessus. Et le deuxième point, c'est que on a beaucoup parlé, en tout cas. J'ai vu un certain nombre de personnes qui sont intervenues dans ce dossier, notamment des personnes, des anciens cofondateurs aussi de Ledger, qui ont décrit la façon dont une partie des fonds visiblement avait été gelée, en vendant le modèle qui avait été établi pour ce cas, qui a été, je pense, très bien géré, comme étant un modèle exportable pour toute situation. Moi, je pense que c'est pas le cas. Une partie des fonds visiblement en USDT, là, qui aurait été gelée avec l'aide de Tether. Mhm. Si ça a été fait aussi dans des conditions aussi rapides dans ce cas-là, c'est aussi parce que la personnalité, effectivement, comme tu le dis, de la personne qui a été kidnappée le justifiait. C'est le fondateur d'une des boîtes crypto, une boîte crypto qui est mondialement connue. Et donc, il y a eu, si tu veux, derrière, c'est une affaire criminelle. Donc, il y a eu à la fois une mobilisation des acteurs du secteur et une mobilisation très forte des autorités qui a pu conduire à avoir ce résultat-là dans ce cas spécifique-là. Mhm. Ça peut arriver dans d'autres dossiers, mais j'ai envie de te dire, malheureusement, dans tous les dossiers de hack, aussi importants soient-ils, où tu n'as pas d'affaires de criminalité, d'enlèvement, etc. derrière, tu peux avoir des saisies, ou sur des personnalités moins médiatiques, tu peux quand même avoir des saisies, évidemment, Mhm. mais je pense que c'est compliqué d'avoir ce même niveau de réactivité. Et là, on Bien voit sûr. qu'il y a le président de Tether qui est intervenu, en tout cas qui a dit sur Twitter qu'il était intervenu personnellement. Ouais. Dans ce cas-là, je pense pas. Si tu veux des affaires dans lesquelles il y a des besoins de geler des USDT, il doit y en avoir des milliers Bien tous sûr. les jours. Je pense pas qu'il peut intervenir Non, avec clairement, silence, c'est mais clairement le côté médiatique de l'affaire exactement, qui a exactement. pas mal aidé. Après, la cellule mise en place, SEAL 991, peut-être que maintenant Ouais. elle est réplicable pour des prochains cas. Je pense qu'elle est réplicable, mais il faut quand même garder à l'esprit que dans ce dossier, c'est aussi euh, son retentissement médiatique dans le secteur de la crypto et au sein de la justice française qui a aussi Hmm. contribué à une saisie aussi rapide des fonds. Hmm. En théorie, le modèle est exportable et duplicable. En pratique, pour des raisons pratiques, je pense qu'il l'est pas, il Ouais. l'est pas tant que ça. Il est pas scalable. Le dernier sujet abordé, c'est les mêmes coins. Bon, c'est vrai qu'on parle de Pump.fun tout à l'heure. Pour rappel, c'est une plateforme sur laquelle n'importe qui peut créer son même coin en quelques clics. Et enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un produit, une plateforme qui cause du tort à l'industrie crypto parce qu'on a eu beaucoup de dérives, parce que des dérives où on a même des présidents qui font l'apologie de meme coin complètement bidon et ça génère des arnaques de dizaines, centaines de millions de dollars. Et de l'autre côté aussi parce que c'est vraiment le terrain fertile à de la manipulation de marché et à des escroqueries. Et c'est quoi aujourd'hui? Enfin, où est-ce qu'on en est sur ce plan-là? Est-ce que ça va être régulé un jour, Pump.fun Alors, ouais, bon, le sujet des meme coins, là, on entend beaucoup parler récemment, mais bon, c'est un mouvement qui existe un peu dans la culture crypto quand même depuis très longtemps. Ouais, mais en fait, Qui a justement, pris une avant, proportion, oui, voilà, voilà, avant c'est culturel. Et maintenant, c'est exactement, devenu vraiment spéculatif. spéculatif parce que Pump.fun a tout changé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, la question de savoir est-ce que tout ce qui est fait sur Pump.fun, est-ce que Pump.fun en soi et tout cela est légal euh, la réponse, j'ai envie de te dire, dépend aussi de chacun des mêmes coins. Mais j'ai envie de dire, si je me place d'un point de vue d'une personne soumise à la juridiction française et européenne, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé sur Pump.fun ces dernières années est potentiellement illégal en France. Pourquoi? Mhm. Parce que tu as un règlement, euh, le règlement MiCA, dont je pense les personnes dans la crypto ont nécessairement entendu parler, qui est entré en vigueur pour partie le 31 décembre dernier, vient maintenant réguler l'émission de memcoin, parce qu'en fait, on est sur un régime d'émission de jetons. Mhm. Il vient la réguler à double titre. D'abord, désormais, pour émettre, alors il y a des conditions de volume, je ne rentre pas dans les détails, etc., mais en principe, pour émettre un coin quel qu'il soit, que ce soit un même coin ou autre, il faut, si tu veux déposer une demande, il y a un régime de déclaration préalable auprès du régulateur, avec un white paper et avec certaines garanties qui permettent d'attester ou
d'expliquer aux régulateurs que tu peux pas faire de manipulation de marché. Mhm. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le fait que les infractions financières classiques, divulgation illégale d'informations privilégiées, Délit d'initié. délit d'initié, manipulation de marché, avec tout ça, si tu veux, le marché des meme coins était, si tu veux, je pense, la caricature de toutes les manipulations de marché que tu peux imaginer, avec du wash trading, enfin, t'avais tout ce qui est interdit depuis des décennies dans la finance traditionnelle, qui était permis et qui était utilisé dans le marché des meme coins. Et donc, ça, j'ai envie de te dire, c'est des pratiques aujourd'hui qui sont illégales. Elles l'étaient même avant l'entrée en vigueur de MiCA, parce que, en fait, la plupart du temps, ces manipulations de marché, etc., peuvent revêtir des qualifications pénales traditionnelles. Souvent, c'est de l'escroquerie, Mhm. d'abus de confiance, etc. Mais là, aujourd'hui, si tu veux, il y a quand même plus aucun doute sur le fait que la plupart des pratiques de pump and Ouais, bien dump, sûr. où tu as accès à la pool de liquidité, où tu lances ton meme coin et en fait, tu dis, OK, non, j'ai que 5% de la supply, mais en fait, tu maîtrises 9 autres wallets où tu as Mhm. 60% de la supply et dès que ça monte, tu dumps tout sur les acheteurs. Ça, c'est clairement illégal sans aucune ambiguïté possible. Après, il y a toujours un décalage, malheureusement ou heureusement, selon l'appréciation de chacun, hein, entre ce qui est légalement permis et ce qui va être légalement sanctionné. Mhm. Et j'ai envie de te dire, en dehors des cas un peu caricaturaux, peut-être des plus gros projets où on va voir, voilà, on a vu des chefs d'État ou des personnes politiques ou des personnalités tout court un peu exposées qui, voilà, je doute que demain, les petits créateurs de memecoin dans leur chambre voient le GIGN arriver, quoi, Ouais, ouais. ou se poursuivi. Donc c'est toujours c'est toujours une question de proportion. Oui, aujourd'hui, je pense que une grosse partie des, 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 des opérations et des pratiques sur Pump.Fun auxquelles on a assisté ces derniers mois sont illégales. Après, quels sont les acteurs qui sont sanctionnés? J'ai envie de te dire, on verra comment la régulation est appliquée par l'AMF et par les autorités. Carrément. Toi, tu as déjà eu des cas de clients qui sont venus te voir, j'ai gagné de l'argent avec les mêmes coins, je sais pas si c'est border, comment je fais, où est-ce que j'en suis Nous on a beaucoup de profils qui viennent nous voir au départ Mhm. parce qu'ils ont, soit en tant que créateurs, soit en tant que traders dans le secteur des mangas, souvent des gens très jeunes, parfois des gens mineurs qui viennent nous voir avec leurs parents. Mineurs avec leurs parents. Ça arrive, ouais. Quel type de somme on parle Des sommes quand même importantes, de plusieurs centaines de milliers d'euros, Ok. et qui viennent nous voir pour savoir comment déclarer ça, etc. C'est plus pour des raisons, on va dire, d'ordre fiscal au départ, et puis après, de fil en aiguille, on discute, et moi j'interviens parce qu'ils ont aussi des questions, est-ce que c'est légal, etc. Donc, comme je te dis, il y avait un peu de flou, en tout cas avant avant le début de l'année 2025, parce que voilà, c'est pas forcément des escroqueries, etc. Il y a des gens qui font ça de façon assez honnête, qui communiquent des informations transparentes, mais bon, il y a quand même des qualifications pénales potentielles. Euh, Après, l'idée, c'est que ces gens qui gagnent de l'argent, même s'ils le font souvent au détriment d'autres qui investissent dans le coin et voilà, en fait, c'est souvent sur des petites sommes. Donc les gens ont relativement peu intérêt à déclencher des procédures judiciaires. Aujourd'hui, en revanche, on est beaucoup plus euh, on est beaucoup plus assertif avec les clients sur le fait que effectivement ces pratiques aujourd'hui, enfin une grosse partie des pratiques, on leur met des guidelines pour leur dire attention, ça c'était potentiellement légal ou en zone grise avant, aujourd'hui c'est Arrêtez, plus ouais. du tout, quoi, Ouais. voilà. Et du coup, enfin, admettons, ouais, ils ont fait ça pour gagner des mêmes coins, ces opérations qui sont très border. Tu leur recommandes quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu leur recommandes? Bah, je leur recommande déjà de respecter la réglementation MiCA, c'est-à-dire Ouais. en fonction encore une fois, je ne rentre pas dans le détail précis, mais en fonction des volumes, etc., de voir est-ce qu'il y a une autorisation préalable ou non à faire. Et surtout, je leur demande de ne pas commettre d'infraction pénale, enfin, je leur dis qu'il ne faut pas commettre. Et donc ça passe par une transparence totale et effective sur voilà, quel est le pourcentage de la supply que tu détiens, comment c'est organisé, est-ce que tu as un accès sur la pool de liquidité ou non, en fait d'être le plus transparent possible et aussi sur les risques des personnes qui investissent sur vos produits, quoi. Voilà, l'idée c'est simplement de ne pas escroquer ou d'abuser de la naïveté des gens qui viennent. Et bon, ils viennent tous, la plupart des gens sont prêts, enfin une bonne partie des gens sont prêts à accepter leurs pertes là-dedans, mais Ouais. bon, il y en a qui sont plus ou moins éduqués et préparés à ça, quoi. Carrément. Mais
Donc, c'est quand même fou. Enfin, la crypto, c'est quand même un des seuls secteurs où tu peux, je sais pas, à 15-16 ans dans ta chambre, gagner des centaines de milliers d'euros derrière ton écran. C'est quoi la réaction des parents quand ils viennent te voir avec leur enfant qui est encore mineur et l'enfant vient de gagner des centaines de milliers, voire des millions d'euros En général, c'est un mélange un peu d'enthousiasme, fierté, parce que les parents comprennent pas trop. Ah, mon fils est très doué, c'est un geek, il est très doué, il a fait beaucoup d'argent sur Internet, mais aussi 100%. d'inquiétude. Ouais. Parce que effectivement, quand on gagne des sommes aussi importantes, on se demande où est le loup, quoi. Bah ouais. Et donc, c'est souvent un mélange des deux. Et donc, l'idée, en général, c'est que en fonction de la façon dont ça s'est passé, on va les rassurer ou non et leur dire attention, là c'était quand même un peu border ou là ça ne l'était pas, et on va essayer de dire voilà, moi je vous conseille votre enfant de parce que c'est Stopper la cadence. encore des gosses, hein, Ouais. ou de réduire ou d'agir plutôt comme ça, quoi, ou de faire attention à tel et tel élément, quoi. Ok, Mais très voilà, c'est assez ambivalent souvent Ouais. la façon dont les parents prennent ce genre de choses, quoi. Ok, très clair. Romain, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Je pense qu'on a vu pas mal de cas, de sujets. Merci à toi. Merci Gary encore une fois pour cette invitation, c'est très cool de Yes. pouvoir discuter avec toi. Merci.